Nous recevons aujourd'hui Radu Ioannid. Monsieur Ioannid, vous êtes historien, né en Roumanie, que vous avez quitté en 1987. Vous êtes docteur de l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Vous avez longuement travaillé au Muséum Holocauste de Washington. Vous êtes maintenant ambassadeur de Roumanie en Israël. Nous vous connaissons, Monsieur Ioannid, pour vos livres sur la Shoah en Roumanie en général, mais aussi pour des épisodes précis que vous avez étudiés, comme le pogrom de Yassi, ce livre étant sorti en 2015. Nous vous recevons aujourd'hui, et c'est un grand honneur pour moi, parce que je vous lis, je vous suis. Nous vous recevons aujourd'hui pour une nouvelle publication, la voici, La Roumanie et la Shoah, une véritable somme. Avant de rentrer plus avant dans votre livre, j'ai une question en tant que Français, parce qu'en France, Monsieur Ioannid, les gens associent, et c'est normal, c'est légitime, la Shoah aux nazis et pratiquement seulement aux nazis, si ce n'est bien sûr à l'État français de Vichy. Or, tout votre travail consiste à montrer quel a été le rôle qu'a joué la Roumanie dans ce génocide, parce que ça a été un rôle actif. Un rôle actif, autonome, sinon indépendant. D'une part, les archives officielles roumaines ont été fermées pendant la période communiste. En plus, le régime communiste roumain a encouragé les études sur la Shoah en Transylvanie, parce que la Transylvanie a été occupée par l'Hongrie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, les Hongrois étaient des fascistes qui ont tué sans pitié les Juifs. Nous, les Roumains, nous les avons protégés. Il n'y a pas eu de la Shoah en Roumanie. Ça, c'est l'explication qui appartient à la situation roumaine avant la chute du communisme. Mais il y a aussi une explication ouest-européenne qui n'appartient pas seulement à la France. Pour trop longtemps, l'historiographie de la Shoah a été calée sur l'Allemagne nazie et sur la Pologne occupée, où les camps d'extermination ont fonctionné pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce qu'on appelle aujourd'hui la Shoah par balle, la situation des Juifs en Roumanie, en Croatie, dans les pays satellites de l'Allemagne, les pays alliés avec l'Allemagne, a été ignorée pour trop longtemps. Je pense que seulement avec les écrits de Raoul Hilberg à la fin des années 60, et après ça, on a commencé à comprendre l'amplitude et la distribution géographique réelle de la Shoah. Je pense personnellement que la Shoah était un phénomène européen. Bien sûr que la source, le moteur a été allemand et nazi, mais on ne peut pas vraiment concevoir l'histoire de la Shoah sans prendre en compte les responsabilités de à peu près tous les pays, même des pays neutres, même des pays qui ont combattu l'Allemagne nazie. Oui, là, je vous rejoins totalement là-dessus, Monsieur Ioannid. Alors, pour que les gens qui nous regardent aient un peu une idée, combien de Juifs en Roumanie au début de la Seconde Guerre mondiale? C'est-à-dire, le dernier recensement en Roumanie, avant la Deuxième Guerre mondiale, s'est passé en 1930. Il y avait 760 000 Juifs sur le territoire de la Roumanie. Et il faut comprendre que la Shoah sur le territoire de la Roumanie de l'avant-guerre, point de vue juridique, point de vue législation, doit être partagé entre le territoire, entre le Danube et le Boug, qui a été un territoire sous contrôle roumain, et puis un territoire qui est aujourd'hui la Transylvanie et le Mar Moroch, qui ont été occupés par l'Hongrie.
je parle ici de 150 milliers de Juifs, la plupart déportés à Auschwitz et tués là-bas, déportés par la gendarmerie hongroise, tués par les Allemands. Politique de déportation. C'est-à-dire les victimes sont roumaines, mais la responsabilité n'est pas roumaine, est hongroise et allemande. Vous montrez très bien, et je voudrais commencer par là, vous montrez très bien dans votre livre, et c'est vrai qu'on prend ça en pleine figure, hein, comment la Shoah en Roumanie s'est appuyée sur un antisémitisme bien installé, ancré dans la population et en fait depuis longtemps. Oui, très bien ancré dans la population, mais pas vraiment depuis très longtemps, parce que si on compare la situation des pays roumains au XVIIIe siècle, disons, à la situation des pays voisins, des Juifs dans les pays voisins, sauf peut-être l'Empire autrichien, hongrois, mais je parle de la Russie tsariste, je parle de la Pologne, n'en parlons pas de l'Europe de l'Est. L'antisémitisme, comme dans d'autres pays sous domination turque, était à peu près nul, c'est-à-dire très réduit, à peu près nul. Il n'y a pas dans les pays roumains un antisémitisme religieux et économique puissant. Au contraire, il y a une indifférence, au moins, quand il s'agit des Juifs qui s'établissent à cause de l'antisémitisme dans les pays voisins. Alors qu'est-ce qui se passe Exactement. Parce que on voit très bien comment vous décrivez la participation de la population locale aux violences. Oui, ce qu'il se passe au XIXe siècle, il y a la naissance d'un antisémitisme des élites, un antisémitisme plutôt économique, qui milite contre l'octroi de la citoyenneté aux Juifs, qui évite cette citoyenneté en dépit de la pression du Congrès de Berlin, et en dépit des promesses faites par le gouvernement roumain. Les gouvernements roumains. Il y a de la discrimination, bien que les Juifs ont tous les devoirs, ils ont toutes les obligations des Roumains quand il s'agit du service militaire, des impôts et autres obligations financières. C'est une situation qui a duré jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, quand les Juifs ont en principe acquis tous les droits civils, civiques du reste de la population. Cela étant dit, cet antisémitisme des élites filtre, descend, disons, envers les classes populaires, et absolument pendant la période entre les deux guerres, il y a un antisémitisme militant, très puissant, qui n'est pas seulement lié aux deux partis fascistes roumains qui, ensemble, vont avoir, pendant les dernières élections libres de 1937, un quart de vote des Roumains. C'est-à-dire, il y a un antisémitisme populaire, militant, avec des connotations racistes, très puissantes connotations économiques. D'accord. Alors, dans ce que vous racontez, dans ce que vous expliquez, et que vous montrez très bien, c'est qu'on dit, bon, on parle de la Roumanie et la Shoah, mais la situation n'est pas la même partout en Roumanie pour les Juifs. Et on voit très bien à travers votre étude combien certaines régions comme la Bucovine, la Bessarabie, évidemment la Transnistrie, sont au cœur de la politique antisémite roumaine, mais aussi des relations que les autorités roumaines ont liées avec les nazis autour de la question entre guillemets de la question juive, déplacement, déportation, ghettoisation, travail forcé, fusillade, bon, tout un tas de mesures et d'exactions qui touchent les Juifs d'abord de ces régions. Alors comment expliquer ce qui se passe en Roumanie à partir de 1940 ? Je pense que c'est une situation qui est commune à beaucoup d'autres pays en Europe, parce que, au moins de mon point de vue, la Shoah a commencé à la périphérie et a
continue envers le centre. Parfois, on peut démontrer ça de point de vue législatif, comme en France, parce qu'en France, comme vous le savez bien, on a déporté les Juifs étrangers, c'est-à-dire il y a une minorité de Juifs français qui ont été envoyés par Laval et par Pétain à Auschwitz. Mais aussi de point de vue, on peut faire cet argument de point de vue géographique, parce qu'en Bulgarie, en Roumanie, en Hongrie, on a commencé la destruction physique des Juifs dans la périphérie, c'est-à-dire on essaie d'éliminer les Juifs qui ne sont pas les nôtres. Et c'est exactement ça que s'est passé avec les Juifs de Macédoine et de Thrace en Bulgarie. Oui, oui. Et si vous regardez la carte des déportations hongroises, vous allez voir de nouveau que ça commence à la périphérie. C'est-à-dire Transylvanie, Marmoroche, le Banat serbe qui a été occupé, Transcarpathie. On élimine les Juifs étrangers, premièrement, et puis suivent les nôtres. C'est exactement ça que s'est passé en Roumanie, c'est-à-dire le début de l'élimination physique des Juifs a commencé en ce qu'est aujourd'hui la Moldavie roumaine, le grand pogrom de Iassi, et la Bessarabie qui est plus ou moins ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'est aujourd'hui la République de Moldavie, et en Bukovine qui est partagée aujourd'hui par la Roumanie et l'Ukraine. Ce sont les trois régions où on a commencé immédiatement après le début de la Deuxième Guerre mondiale, l'élimination massive des Juifs, la tuerie en masse des Juifs. Donc nous parlons de dizaines de milliers de Juifs qui ont été tués pendant 2 mois, pendant 2 mois, juillet et août 1941. Ouais, ouais. Et vous l'expliquez très bien, il y a des témoignages absolument terribles de ce pogrom de Iassi, les trains qui partent et qui sont abandonnés, où les gens meurent à l'intérieur des wagons. 60% de la cargaison humaine a été éliminée de cette façon. C'est absolument effroyable, et vous le racontez. Alors, il m'est apparu dans la manière dont la Shoah se déroule en Roumanie, que c'est finalement cette politique de ghettoisation, puis de déportation, notamment en Transnistrie, etc., mais vous allez me dire si je me trompe, m'a semblé répondre à des à-coups, c'est-à-dire à des décisions qui n'étaient pas nécessairement ultra centralisées et ultra préparées. Les décisions en général étaient vraiment ultra centralisées. Mais vous avez raison, elles n'ont pas été implémentées d'une façon cohérente, point de vue des organisateurs. C'est-à-dire, parfois, comme Raoul Hilberg d'ailleurs l'a remarqué en ce que concerne la Roumanie, parfois la machinerie s'emballait d'une façon excessive, sans calculer les conséquences. Par exemple, à la très fin du mois de juillet, il y a une trentaine de milliers de Juifs qui sont envoyés par la gendarmerie roumaine au-delà de Dniester, et les Allemands refusent et les renvoient parce qu'ils n'ont pas la capacité de gérer vie ou mort de ces Juifs. Et c'est exactement le moment quand les Roumains improvisent, les autorités roumaines improvisent les grands ghettos et les grands camps de transit de dizaines de milliers de Juifs qui sont parqués là-bas pour quelques mois, après lesquels ils vont être déportés en Transnistrie. Vous avez parfaitement raison. Et en Transnistrie, où il y a un peu plus de 150 milliers de Juifs roumains, de Bessarabie et de Bukovine la plupart, qui sont déportés là-bas, ils sont vraiment jetés dans des ghettos qui parfois sont gardés, parfois sont même pas gardés ou gardés d'une façon superficielle, et où ils meurent. C'est-à-dire sur cette
c'est 150 milliers de Juifs déportés en 1941 et au début de 1942. 2 années plus tard, 50 000 seulement sont en vie, c'est-à-dire 2 tiers périssent à cause des maladies endémiques et de manque de nourriture, froid, etc., etc. En plus, il y a en Transnistrie les grands massacres dont de nouveau personne n'en parle, grands massacres des Juifs locaux, oui. comme Odessa, comme Golta. Oui, les Juifs d'Odessa qui sont massacrés à Bogdanivka, je crois. Bogdanovka, seulement à Bogdanovka, on a massacré 48 000 Juifs. Personne n'en parle. Oui, dans des porcheries, je crois. Dans des porcheries, exactement. Oui, oui. Alors, justement, venons-en aux relations que les autorités roumaines, et après je vous poserai une question sur Antonescu quand même, les autorités roumaines entretiennent avec l'Allemagne nazie, et notamment dans cette politique anti-juive. Par exemple, est-ce qu'il y a une coordination? Et il y a quand même cette volonté, à un moment donné, qui finalement n'aboutit pas, de la déportation d'une partie des Juifs de Roumanie vers le centre de mise à mort de Belzec. En général, on peut dire qu'il n'y a pas de coordination. Il y a des exceptions, c'est-à-dire le moment où les troupes roumaines et allemandes entrent en Bessarabie et Bukovine, parfois ils tuent ensemble les Juifs. Mais il n'y a pas de coordination parce que, premièrement, la tuerie des Juifs et la déportation des Juifs restent dans les mains des autorités roumaines après les tueries de première semaine. Les Allemands avancent avec le front et ils s'occupent des Juifs qu'ils trouvent dans leur avance, mais les territoires roumains sont des territoires roumains, c'est de la juridiction roumaine. Ça, c'est l'une des explications. L'autre explication est que, pour la manque pour la manque de coordination, vient du fait que les Allemands n'aiment pas les modalités d'exécution que les Roumains utilisent. Il y a un document qui vient de la Einsatzgruppe D, adressé au grand état-major roumain, qui pratiquement dit « Vous faites très bien quand vous tuez les Juifs, mais on ne peut pas laisser au milieu de la route, et vous ne pouvez pas permettre aux soldats de vendre les habits des morts, parce que ça va donner des épidémies. Vous devez être plus organisé et forcer les Juifs de creuser leur tombe. » Parce qu'il y a des scènes absolument atroces, c'est-à-dire des colonnes de Juifs sous l'escorte de la gendarmerie roumaine, qui avancent pendant l'automne de 1941 vers la Transnistrie. Ils sont déportés des camps de transit et des ghettos que je viens de mentionner, en Bessarabie ou en Bukovine, et vient un paysan ukrainien ou roumain et dit combien pour ce juif, 300 lei, l'escorte tue le juif et le paysan prend le paleton ou les habits du juif. C'est-à-dire, ça c'est documenté de nouveau dans les documents roumains de cette époque. D'accord. On trouve un peu la même chose, on trouve la même chose en Ukraine, en Pologne, des choses comme ça. Un mot sur Ion Antonescu, donc le chef de l'État. Quel est son positionnement dans cette politique antisémite? Il était, il faut le dire, un antisémite sauvage et obsédé. Bien qu'il avait été avant la guerre attaché militaire à Londres, attaché militaire à Paris et chef de l'état-major, il devient un allié fidèle de Hitler. Hitler le respecte parce qu'il commande le premier allié de l'Allemagne nazie sur le front de l'Est. Hitler a besoin de lui parce qu'il a beaucoup de pétrole, et ça c'est essentiel pour l'armée allemande, et parce qu'il parle comme un égal à Hitler. Cela étant dit, il est vraiment, dans ses écrits, dans ses pris de position dans les réunions du gouvernement, il est, je me répète délibérément, un antisémite sauvage. Cela étant dit, parfois il fait des choses surprenantes, c'est-à-dire il
maintient une relation épistolaire avec le chef des communautés juives de la Fédération des communautés juives roumaines. Pour la plupart des pays, sauf la Bessarabie, Bucovine et Transnistrie, il interdit l'étoile jaune. Il n'y a pas d'étoile jaune. Et, surprise, surprise, pendant l'automne de 1942, il arrête, c'est-à-dire il n'autorise pas la déportation des Juifs des Régates. Le Régate est plus ou moins la Roumanie dans les frontières d'avant la Première Guerre mondiale. Et bien qu'il y a de très fortes pressions allemandes, il n'autorise pas ces déportations envers Belzec. Et c'est pour ça, c'est un miracle dans l'histoire de la Shoah. Plus de 300 000 Juifs roumains vont survivre la Shoah. Ce qui est très important, rappelons-nous, avec ces 760 000 Juifs avant la Deuxième Guerre mondiale, Roumanie était le troisième pays en Europe après la Pologne et l'Union soviétique en ce qui concerne le nombre de Juifs. Mais c'est une histoire absolument sanglante et sauvage pour la première partie de la guerre, et c'est une histoire de survie et d'amélioration du sort des Juifs pour la deuxième période de la guerre. Et vous le montrez très bien. Alors le temps passe, je voudrais vous poser une dernière question. Je vous en prie. Radu Ioannid. C'est sur la mémoire de la Shoah en Roumanie aujourd'hui. Peut-on considérer que les Roumains d'aujourd'hui ont pleinement conscience de ce qui est arrivé dans leur pays? C'est une question difficile et la réponse brève est oui et non. Oui, parce que, point de vue officiel, la Roumanie a endorsé le rapport Wiesel de 2003 qui souligne les responsabilités gouvernementales roumaines dans la Shoah. Oui, parce que la classe politique roumaine en général, avec l'exception des extrémistes, parce qu'on a nos extrémistes aussi. C'est pas facile d'exporter les extrémistes, bien que la Russie fait ça aujourd'hui. C'est-à-dire la classe politique comprend d'une façon sincère ou pas, ça c'est une autre histoire, qu'il est très important d'utiliser l'histoire de la Shoah comme un outil d'éducation. Maintenant, quand il s'agit de la population en général, il y a une fraction de la population qui comprend qu'il y a eu une Shoah roumaine, mais il y a aussi beaucoup d'ignorance. C'est pour ça que très récemment, on a établi une loi qui oblige le ministère de l'Éducation et les écoles publiques d'enseigner l'histoire de la Shoah en Roumanie, pas l'histoire de la Shoah en général. Alors c'est mélangé. D'accord. Donc c'est ni blanc ni noir. Exactement. Voilà. Et en tout cas, vous pensez qu'on va vers un progrès? On verra. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, Monsieur Radu Ioannid. Je rappelle que vous venez de publier en français La Roumanie et la Shoah, une véritable somme avec des documents absolument incroyables que je vous invite à lire. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien. C'est moi que je vous remercie.